Le 24 février 1989, en pleine nuit au-dessus de l'océan Pacifique, un Boeing 747 avec 336 passagers à bord s'est, en l'espace de quelques secondes, retrouvé en situation de détresse. Voici l'histoire du vol 811. Aéroport d'Honolulu, à Hawaï, minuit 30. Le vol United 811 à destination d'Auckland est prêt à l'embarquement. À bord, chacun est à son poste et tout est normal. À peine ressent-on une légère inquiétude chez les membres de l'équipage, encore sous le choc d'un récent attentat. La catastrophe de Lockerbie avait eu lieu peu de temps avant et j'avais demandé à l'équipage d'être particulièrement vigilant parce que c'était un vol en provenance de Los Angeles à destination de la Nouvelle-Zélande. Lors de la réunion de préparation du vol, je leur avais dit de vérifier tout bagage suspect. Nous devions redoubler de vigilance. Ce soir, le vol 811 est très chargé. 336 passagers, le plein de kérosène et la porte se referme sur une soute remplie. Le vol est à l'heure. À 1h30, l'appareil quitte son point de stationnement pour entamer un voyage de 7000 km. Nous allions en vacances en Nouvelle-Zélande. Cette destination nous intéressait et on nous avait dit que c'était magnifique. C'était comme un rêve qui se réalisait. J'étais sur le pont supérieur. Je n'avais pas pris de vacances depuis 5 ans. Donc j'avais utilisé tous mes points pour m'offrir un billet en classe affaires pour Auckland, en Nouvelle-Zélande, et Sydney, en Australie. J'allais enfin m'offrir des vacances de rêve sur une plage australienne et faire abstraction des avions et des accidents pendant quelques temps. 1h53, décollage. V1. V2. Rotation. Le commandant de bord, Dave Cronin, est un pilote chevronné, à 2 mois de la retraite. J'ai piloté pour United Airlines pendant près de 35 ans. J'ai plus de 30 000 heures de vol à mon actif dans l'aviation civile et militaire. Mon copilote était Al Slater, que je connaissais depuis une vingtaine d'années. Quant au mécanicien navigant, il s'agissait de Mark Thomas, avec qui je volais pour la première fois. Nous nous sommes très bien entendus. Dis-leur qu'on peut monter à 33 000 pieds si le couloir est libre. Ok. D'emblée, les pilotes veulent monter à 33 000 pieds, à peu près 10 000 mètres. La météo n'est pas bonne et le commandant n'est pas certain de pouvoir éviter les turbulences. Nous avions remarqué des orages à 100 nautiques au sud, en plein sur notre trajet, ce qui était assez inhabituel à cette heure de la nuit. J'ai donc laissé les voyants ceinture allumée. À cet instant, le commandant l'ignore, mais la consigne ceinture attachée va sauver la vie à de nombreux passagers. L'appareil continuait à monter et les voyants ceinture étaient encore allumés. Nous nous apprêtions à servir des boissons et à préparer les passagers pour la nuit parce que le vol allait être long. Ok, on va faire un détour sur la gauche. Ici vol United 811, nous allons faire un détour à cause des nuages, à gauche de la route. L'avion est maintenant à 180 km d'Honolulu. Il est toujours en montée et vient de passer 23 000 pieds, plus de 7 000 mètres. À cette altitude, l'air commence à devenir rare et la pression extérieure diminue régulièrement. Évidemment, la cabine, elle, est pressurisée. L'avion est totalement étanche, empêchant l'air de s'échapper. Soudain, les passagers assis à proximité de la soute avant entendent un drôle de bruit. Il y a eu une sorte de grincement. J'ai entendu un bruit sourd. Qu'est-ce que c'était? En un quart de seconde, c'est devenu le chaos le plus total.
On a perdu le moteur numéro 3. On descend. Apparemment, on a perdu le numéro 3 et on perd de l'altitude. Répondez. Avant que j'aie eu le temps de dire ouf, je me suis retrouvée dans les escaliers accrochés à la rampe. J'ai tout de suite compris qu'il s'agissait d'une décompression explosive. La porte de la soute avant vient d'être arrachée, déchirant une partie du fuselage. La décompression est terriblement brutale, telle une explosion. J'ai tout de suite pensé à Lockerbie. Nous avons cru qu'une bombe avait explosé. C'était cauchemardesque. À bord, tous les objets qui n'étaient pas attachés se sont envolés. Et il y avait un bruit assourdissant. Devant nous, il n'y avait plus rien. Nos sièges étaient à une vingtaine de centimètres du trou, si bien qu'il n'y avait rien devant nous ni à côté. Toute une partie du fuselage avait disparu et nos pieds pendaient dans le vide. Au début, j'ai cru qu'on n'en réchapperait pas, qu'il n'y avait aucun espoir. Sans air pressurisé et à 7000 mètres d'altitude, rapidement les passagers et l'équipage commencent à manquer d'oxygène. J'avais l'impression d'avoir reçu un coup de pied dans le ventre, qui m'aurait coupé le souffle. J'essayais en vain de reprendre ma respiration. On était censé mettre les masques à oxygène, sauf qu'ils avaient été arrachés. Il n'y en avait plus. Je me souviens m'être dit, voilà ce que c'est étouffé. United 811, on entame une descente d'urgence. Dans les secondes qui suivent, les pilotes s'aperçoivent que le moteur numéro 3 perd de la puissance. Mais ils ignorent ce qui est arrivé. Pour l'instant, l'urgence est de descendre à une altitude où il est possible de respirer normalement. Mets ton masque, Dave. Mais rien n'arrive. Les hommes ne savent pas encore que l'explosion a détruit le système d'alimentation en oxygène. Je n'ai pas d'oxygène. On n'a pas d'oxygène. Et toi? Non, moi non plus. En cabine, personnel et passagers craignent le pire. L'avion est en piqué et on est sans nouvelles du cockpit. Comme le cockpit était au pont supérieur, je me suis dit qu'il avait dû être emporté aussi. On avait l'impression qu'il n'y avait plus rien. L'avion descendait en piqué. Du coup, j'ai pensé qu'on tombait, qu'on allait s'écraser dans l'océan. Un trou dans le fuselage, une aile abîmée, les moteurs droits endommagés et une descente d'urgence. Pourtant, les problèmes de l'équipage du vol 811 ne font que commencer. 2 minutes après la décompression explosive, l'avion est encore à 6000 mètres et poursuit sa descente infernale vers une altitude plus respirable. 15 500 pieds. United 811, quelle est votre altitude? Ici United 811, nous sommes à 15 500 pieds. Bien reçu, United 811. Je crois qu'une porte a explosé. Dis au personnel de cabine de se préparer à une évacuation. Enfin, les pilotes réussissent à stabiliser l'appareil à une altitude plus sûre. Mais la situation ne s'arrange pas pour autant. La nouvelle urgence, le réacteur qui est le plus proche de la soute, le numéro 3, est en train de se désintégrer. Est-ce qu'il y a des signes d'incendie? Rien sur mes détecteurs. Bon, on a perdu le numéro 3. Bien reçu. Alors coupons-le. Ok, prêt pour la procédure d'extinction du moteur numéro 3. Une petite minute. Avant que vous coupiez le numéro 3, l'alternateur s'est arrêté. Je crois que c'est le bon moment. Coupe-feu tiré. Au moins, ça a arrêté les vibrations. Procédure de vidange du carburant, pompe principale actionnée. United 811 à centre de contrôle. Que les secours soient en alerte. Prévenez la compagnie. On a un problème de Compris, commande. United 811. Vanne de vidange centrale gauche et centrale droite actionnée. Commencez à larguer le carburant. Je vidange. L'explosion a gravement blessé une des hôtesses. Laura, la chef de cabine, lui vient en aide et commence à réaliser l'ampleur des dégâts. Je la tenais dans mes bras et j'ai levé les yeux. Et là, pour la première fois, j'ai vu ce trou énorme dans le fuselage de l'appareil. Il manquait des sièges et j'ai tout de suite compris que nous avions perdu des passagers. 5 rangées de fauteuils ont été arrachées lors de l'explosion, tuant 9 passagers.
L'avion a fait demi-tour, mais il est encore à 150 km d'Honolulu. Et dans le poste de pilotage, la situation empire. On a un gros souci de commande. Je suis en butée de palonnier. Tu vidanges le plus vite possible? Je suis au maximum. On a un problème avec le moteur numéro 4? Oui. Les débris de l'explosion ont également endommagé le moteur numéro 4. Sa défaillance pourrait avoir de lourdes conséquences. Un appareil qui pèse 350 tonnes, c'est très lourd. Et s'il n'a plus que 2 moteurs en état de marche, il ne pourra pas se maintenir en vol. Il va descendre. Tu te maintiens à 240 nœuds? À peine. On perd de l'altitude. Je sais bien. United 811 à centre de contrôle. Vous nous identifiez? Affirmatif, on vous a sur le radar. On a perdu le moteur numéro 3 et on ne contrôle pas complètement le numéro 4. On ne peut pas maintenir notre altitude. On vidange du carburant et... Bien reçu, United 811. Je vous localise à 60 nautiques au sud d'Honolulu. Reçu. Je n'ai pas pu parler au personnel de cabine, j'ai pas réussi à les joindre. Est-ce que tu veux que je descende jeter un œil? Oui, qu'on sache ce qui se passe en bas. Je crois qu'on a perdu le compresseur du numéro 4. Rien à faire. Je n'arrive pas à maintenir l'altitude. Je les ai prévenus qu'on allait... Plein gaz. Je mets la poussée décollage. Bien, commandant. Pour tenter de maintenir son altitude, le commandant met plein gaz sur les 3 réacteurs restants. Les moteurs sont conçus pour fonctionner quelques minutes à ce régime très élevé. Mais la Terre la plus proche est à 15 minutes de vol, beaucoup trop pour le moteur numéro 4. J'ai regardé par le hublot de droite et j'ai vu des flammes, des grandes flammes. Et je sais que des flammes dans un moteur, ça n'est pas bon signe. Le moteur chauffe mais continue encore de fonctionner. Un instant, l'équipage a l'impression de reprendre le contrôle de la situation. On est à 250 nœuds. Oui, c'est bien. Et 7000 pieds. Il n'y a plus de bruit. Garde le cap, garde le cap. Il faut aller droit sur Honolulu. Ok. Je vais descendre voir ce qui se passe. Oui, va voir ce qui se passe. Quand j'ai vu le mécanicien navigant descendre les escaliers, j'ai été instantanément soulagée de les savoir en vie. Ça m'a énormément rassurée. Il a vu le trou et il est devenu blanc comme un linge. Je lui ai crié « S'il vous plaît, redescendez-nous sur Terre ». Il y a le feu. Oui, il y a le feu au numéro 4. On lance la procédure. Coupez le moteur. On ne pourra pas se maintenir à cette altitude avec 2 moteurs. United 811, descendez à 4000 pieds à votre convenance. Ok, 4000. On a un incendie sur le côté droit et on vole sur 2 moteurs. Tout le côté droit, il est parti de la première rangée jusqu'à... Il y a un trou béant, on voit dehors. Quoi? Comment ça? Ça ressemble à une bombe. Dans le fuselage? Oui, le fuselage est ouvert, il y a un trou béant. United 811, apparemment, une bombe a explosé sur le côté droit. Tout le côté droit a disparu. Oui, de la première rangée jusqu'à... Les passagers? Il en manque, sans doute. J'en sais rien. J'ai compris que nous avions perdu des passagers. Je n'ai pas su exactement combien avant le lendemain. Mais vous savez, c'est affreux pour un commandant de bord de perdre des passagers. Lee Campbell rentrait chez lui en Nouvelle-Zélande. Sa place était située juste au-dessus de la porte de la soute avant. Je me suis réveillée en sursaut parce que j'avais vu mon fils debout près du lit, vêtu d'une veste grise. Il avait un petit sourire. Bien sûr, dès que je me suis réveillée, il n'était plus là. Le lendemain matin, j'ai raconté que j'avais rêvé de Lee. C'est alors que nous avons entendu les informations à la radio, comme quoi un avion de United Airlines avait eu un problème. J'ai dit, c'est Lee. Mon sang n'a fait qu'un tour. Dès cet instant, j'ai su qu'il était mort.
Centre de contrôle de United 811, une bombe a dû exploser. Il manque une grande partie du fuselage sur la droite de l'appareil. Bien reçu, United 811. Il faut éviter d'aller trop vite avec un trou pareil. Je ne dépasserai pas les 250 nœuds vu la taille du trou. Quel est le minimum? Il ne faut pas descendre en dessous de 240 nœuds. Non. Je ne sais pas si on va y arriver. Nous ne savions pas que nous allions nous en sortir. On se préparait à un amérissage forcé sur l'océan Pacifique, de nuit, de surcroît. Personne ne l'avait jamais fait. En cabine, l'équipage se prépare au pire. Mon expérience a repris le dessus. Je me suis levée de mon strapontin et j'ai donné des instructions au personnel de cabine pour que l'on prépare les passagers à un amérissage forcé que je croyais inévitable. On courait dans tous les sens pour rassembler des gilets de sauvetage. Et je me disais que ça ne servirait à rien, parce que quand on allait percuter l'eau, l'avion allait se disloquer. Je savais que percuter l'eau revenait à s'écraser au sol et qu'il y aurait peu de survivants s'il y en avait. Alors j'ai songé à ce qui comptait le plus à mes yeux. À cet instant, c'était mon fils. Persuadé de mourir, un des passagers prend ses photos dans l'espoir qu'on les retrouve parmi les décombres et qu'elles permettent de comprendre les causes de l'accident. Les minutes s'écoulent. L'appareil perd toujours de l'altitude. Il n'est plus qu'à 1200 mètres. Pourtant, au bout d'un quart d'heure, une lueur fait renaître l'espoir. Après ce qui m'a paru une éternité, un passager a montré un hublot du doigt, à droite. Tout le monde a regardé, et on voyait une petite lumière. Puis une autre, et encore une autre. Bientôt, on a aperçu la côte. Je vois des lumières. D'accord. Bon, nous sommes à 4000 pieds, à 21 nautiques de l'aéroport. Ça se présente bien. À l'aéroport d'Honolulu, l'état d'urgence est déclaré. Tous les autres appareils sont détournés. Les équipes de secours se préparent au pire, l'atterrissage d'un avion de ligne en détresse. Je peux avoir notre vitesse d'approche? Oui. 150 nœuds avec 2 moteurs. Jusqu'à 160 nœuds. J'aurais besoin du nombre total de personnes à bord. D'accord, total à bord. 160 minimum. Attendez, centre de contrôle. Je ne sais pas combien de personnes il y a à bord. 200? Je n'ai pas les papiers sous la main. On est trop occupés. Je ne sais pas, 200 et quelques. Compris. Faute d'avoir pu vidanger tout son carburant, l'avion est encore en surcharge. À 5 minutes de la piste, l'équipage prépare l'atterrissage sans avoir aucune certitude. Que se passera-t-il quand je sortirai le train d'atterrissage et les volets? On se posera soit à l'aéroport, soit sur l'eau, soit en plein centre-ville d'Honolulu. Bon, on va tenter le coup. On sort les volets à 10. Côté commande, ça donne quoi? Pour l'instant, ça va très bien. Seulement, les volets sont abîmés. Impossible de les sortir complètement. Conséquence, le 747 va devoir se poser à une vitesse supérieure à la normale. United 811, avez-vous l'aéroport en vue? Il est là, à droite, commandant. D'accord. Oui, on voit l'aéroport. Ici, United 811. United 811, vous êtes autorisé à l'atterrissage, piste 08 gauche. Les secours sont prêts à intervenir. Vent au 050 à 12 nœuds. Autorisé à l'atterrissage, piste 08 gauche, United 811. Alors qu'ils amènent le 747 dans l'axe de la piste, les pilotes savent qu'ils n'auront droit qu'à un seul essai. Et ils ignorent si la machine pourra résister à l'impact de l'atterrissage. Ils entament leur approche finale sur l'aéroport d'Honolulu. Avec 2 moteurs d'un seul côté, la poussée n'est plus symétrique et l'avion vole en crabe comme un oiseau blessé. Le vol 811 maintenant n'est plus qu'à 2 minutes du seuil de piste. Dans le poste, la concentration est au maximum. Approche sur 2 moteurs. Approche sur 2 moteurs.
On ne savait pas encore à quelle distance du sol on était, ni si on atteindrait Honolulu ou pas. Mais comme apparemment on allait tenter un atterrissage, il nous a semblé judicieux de demander aux passagers de se mettre en position d'urgence. On leur a donc dit de se mettre en position d'urgence. Chaque fibre de mon être n'aspirait qu'à une chose. Que ce satané avion se pose. On fait le point sur le système hydraulique. Le système hydraulique fonctionne. On a des freins. Circuit hydraulique normal. Les freins répondent, mais on ne pourra utiliser l'inversion de flux que sur les moteurs 1 et 2. J'avais beau me dire qu'il y avait un espoir qu'on se pose, je me demandais ce qui se passerait lors de l'impact. L'avion allait-il exploser ou allions-nous chuter dans cet énorme trou? Presque sans volet et en surcharge, l'avion pour se maintenir en vol n'a qu'une solution, conserver une vitesse supérieure à la normale. Une vitesse qui rend l'atterrissage encore un peu plus dangereux. 1000 pieds en descente. Et si le train d'atterrissage ne résiste pas à la surcharge de poids, le crash serait alors inévitable. 190 nœuds. 190 nœuds. 185 nœuds. C'est un peu lent, c'est trop lent, Dave. C'est en dessous de ce que l'on veut. On est sur le plan de descente. Parfait. On essaie le train. À cet instant, personne ne sait si l'explosion a endommagé le train d'atterrissage. Laura m'a dit qu'elle n'avait pas entendu le train d'atterrissage sortir. Cela faisait pourtant du bruit, et je ne l'ai pas non plus entendu. Du coup, je me suis dit qu'il n'avait peut-être pas réussi à le sortir. Train d'atterrissage sorti, autorisé à l'atterrissage. À première vue, tout va bien. « 200 pieds. 190. C'est un peu haut. C'est bon, ça se présente bien. 192 nœuds. 195. 100 pieds. 50 pieds. Je réduis les gaz. Compensateur au neutre, compensateur au neutre. 30. 10. 0. On est dessus. Le train tient bon. Nous avons atterri, mais l'avion me semblait rouler très vite. Je me suis demandé si on réussirait à s'arrêter en bout de piste ou si on irait tout droit. On s'est mis à ralentir, et j'ai compris qu'on s'était posé, qu'on était à terre. Les gens se sont mis à applaudir. C'est probablement le plus bel atterrissage que j'ai jamais fait. Lorsque l'avion s'est immobilisé sur la piste, nous avons déployé les 10 toboggans et le personnel de cabine a évacué tous les passagers. Les passagers sont sortis en un temps record. Je crois qu'en moins de 45 secondes, les 330 passagers étaient descendus de l'appareil. On devait être au moins à 6 mètres au-dessus du sol, mais j'étais prêt à sauter. Je n'avais qu'une hâte, sortir de là. Heureusement pour moi, il y avait un toboggan. Je me suis laissé glisser, et dès que j'ai senti la terre ferme, j'ai couru à toutes jambes.
J'ai rebondi sur le toboggan qui m'a projeté en l'air. Je me suis dit, c'est pas vrai, j'ai survécu à tout ça et je vais me blesser pendant l'évacuation. Finalement, je suis tombée. Je me suis bien écorché les jambes. Et à cet instant, j'ai pris conscience que j'étais enfin à terre. J'ai éteint tout le tableau de bord, puis j'ai parcouru l'appareil pour vérifier qu'il n'y avait plus personne. Je suis sorti par le toboggan qui se trouvait à gauche. Une fois à terre, quand j'ai vu cet énorme trou dans le fuselage, je n'en croyais pas mes yeux. Le 747 a volé durant 14 minutes avec un trou dans le fuselage large de 4,50 m et haut de 6 mètres. Je ne sais pas par quel miracle nous en sommes sortis. Pour rien au monde, je voudrais revivre cette expérience. C'était fou, violent, effrayant. J'ai bien cru que nous allions mourir. J'ai sincèrement cru que c'était la fin. Pour les familles des 9 victimes, le calvaire ne fait que commencer. Lee, le fils de Kevin et Susan Campbell, avait pris ce vol pour rentrer chez lui. Vers 15 heures, on nous a dit qu'il n'y avait aucune certitude qu'il fasse partie des victimes, mais nous en avions l'intime conviction. Un quart d'heure plus tard, nous avons reçu un coup de téléphone de Chicago, nous informant que notre fils était porté disparu et présumé mort. Une heure plus tard, un policier est venu sonner chez nous. Quand nous avons ouvert, il a compris que nous étions déjà au courant. Ce fut une journée épouvantable. Et pendant très longtemps, ce fut difficile. Le jour même, les Campbell décident de s'envoler pour Honolulu. Ils savent qu'aucun corps n'a été retrouvé, mais ils veulent voir de leurs yeux l'avion accidenté. Notre premier réflexe a été de nous rendre le plus près possible de l'endroit où notre fils était mort. Et en l'occurrence, il s'agissait de l'avion. Nous sommes donc immédiatement allés le voir. À l'intérieur de l'avion, les dégâts étaient affreux. C'était un désordre complet. Le trou nous a paru énorme, même si nous l'avions vu aux informations télévisées. Ça a été tellement triste de monter à bord et de voir l'emplacement du fauteuil de Lee. Il y avait encore les pieds du fauteuil, un morceau de fuselage et un hublot à côté. Le couple n'a d'autre choix que d'admettre la terrible réalité. Le besoin de comprendre les causes de cet accident n'en devient que plus fort. Lee ne peut pas être mort pour rien. Il faut découvrir pourquoi il est mort et s'assurer que cela ne se reproduira plus. Les Campbell entament alors une enquête qu'ils vont mener sans relâche durant 2 années. Après avoir perdu leur fils, ils sont prêts à tout pour découvrir la vérité. Deux mois après l'accident du vol 811, le Bureau national pour la sécurité des transports aux États-Unis, le NTSB, tient une audience préliminaire. Les Campbell sont bien sûr présents, mais ils en ressortent frustrés. Le NTSB ne bouclera pas son rapport avant des mois, peut-être des années. Le couple décide alors de prendre les choses en main. Il était hors de question que l'on attende les conclusions du NTSB. Nous voulions nous impliquer dans l'enquête. À la fin de l'audience, on nous a dit que nous pouvions prendre toute la documentation que nous voulions sur la table réservée à la presse. Suzanne est allée droit à la table principale et elle s'est exclamée « Il y a plein de documentation ici ».
Nous avons pris une boîte et nous y avons entassé tous les documents qui nous tombaient sous la main. Kevin est l'homme le plus honnête que je connaisse, et voilà qu'il s'emparait de papiers qu'il n'était pas autorisé à prendre. Nous sommes sortis alors que quelqu'un du NTSB revenait avec un chariot pour ramasser tous leurs documents. Nous nous sommes engouffrés dans un taxi et nous sommes partis. Nous avons vite compris que nous étions en possession de papiers et d'informations qui n'avaient pas été communiqués au grand public. Notre enquête a vraiment pu commencer. Les documents révèlent toute une série de problèmes sur la porte de la soute avant des 747. Des problèmes remontant même à leur conception initiale à la fin des années 60. Avant l'arrivée des gros porteurs, la plupart des portes de soute s'ouvraient vers l'intérieur, excluant ainsi toute ouverture inopinée en plein vol. Avec le 747, Boeing a choisi une porte s'ouvrant vers l'extérieur afin d'embarquer plus de fret. Mais en altitude, la porte est plus fragile et seul le système de verrouillage garantit une fermeture parfaite. Ils ont conçu une porte en multipliant les sécurités afin que la porte soit parfaitement verrouillée et pour réduire au maximum les risques d'ouverture accidentelle. Alors, que s'est-il passé sur le vol 811 ? Suzanne et Kevin Campbell s'aperçoivent rapidement que la faille vient du mécanisme de fermeture. Pour verrouiller la porte de soute, des moteurs électriques font tourner des crochets en forme de demi-cercle qui viennent s'encastrer dans des axes installés sur la porte. Ensuite, grâce à une poignée, des bras en forme de L, appelés loquets de verrouillage, viennent bloquer le sommet des crochets pour les empêcher de s'ouvrir. Cependant, dès 1975, des problèmes sont décelés sur les loquets de verrouillage. Kevin Campbell est ingénieur. Il a construit une maquette pour montrer les faiblesses de la serrure de Boeing. À l'origine, les loquets de verrouillage étaient en aluminium. Mais en 1975, Boeing s'est rendu compte qu'il n'était pas assez solide et a donc fait doubler l'aluminium pour qu'il soit 2 fois plus épais. Mais ce n'était pas encore assez solide. Et en plus, de nombreuses compagnies n'ont même pas fait la modification. Cette faiblesse de l'aluminium augmente dramatiquement le risque d'ouverture accidentelle de la porte. Les loquets de verrouillage en aluminium sont tellement peu solides que si l'on déverrouille les crochets électriquement, ils vont repousser les loquets de verrouillage. En d'autres termes, ils ne remplissent pas leur fonction. Durant 20 ans, certains 747 ont volé dans de telles conditions. Les Campbell s'interrogent. Quel autre secret cherche-t-on à leur cacher ? Plus que jamais, ils veulent comprendre, ils veulent savoir. Nous avons acheté une voiture et nous avons sillonné les États-Unis pour rencontrer le maximum de gens concernés par l'accident. Nous sommes partis de Seattle, nous sommes allés à Denver, Chicago, Washington, puis dans le Kentucky et à Miami, et nous sommes repartis pour San Diego, San Francisco et enfin Seattle. Et ce n'est qu'un voyage parmi d'autres. Et ils vont de découverte en découverte. Ils apprennent que des ouvertures accidentelles de portes ont déjà eu lieu. En 1987, 2 ans avant le vol 811, un 747 de la Pan Am vient de décoller de Londres. Tout à coup, alors qu'il est à 6000 mètres, la cabine se dépressurise. Les pilotes doivent faire demi-tour. De retour à Heathrow, ils ont découvert que la porte était entrouverte de 5 cm et que toutes les serrures étaient ouvertes. L'avion est parti en entretien où il s'est avéré que tous les loquets de verrouillage étaient tordus ou cassés. Pourquoi les crochets se sont-ils désenclenchés en tordant les loquets de verrouillage ? Pour Boeing, la réponse est simple. Erreur de manipulation venant du personnel au sol. La porte avait été fermée manuellement. Ils ont prétendu qu'un employé avait verrouillé les crochets en donnant 98 tours de manivelle, qu'ensuite il avait fermé la poignée extérieure et qu'il avait déverrouillé les crochets.
Sauf que pour que les crochets soient en position ouverte comme on les a retrouvés, il aurait fallu qu'il redonne 98 tours de manivelle pour les déverrouiller, ce qui est complètement absurde. Les Campbell vont découvrir une autre explication, plus crédible que la faute humaine. Dans un rapport technique, des ingénieurs de la Pan Am dénoncent des problèmes dans le circuit électrique des portes. Le commutateur de la serrure maîtresse S2, censé couper le courant lorsque la poignée extérieure était fermée, avait un défaut. C'est une découverte fondamentale. Lorsque la poignée extérieure est fermée, ce commutateur sert à couper toute alimentation électrique et donc à empêcher les moteurs des crochets de tourner. Pourquoi alors les moteurs ont-ils quand même ouvert la porte? Pour en savoir plus, Boeing demande aux compagnies aériennes de faire une expérience simple. Fermer la poignée extérieure, appuyer sur le commutateur et voir ce qu'il advient. Lorsqu'ils ont appuyé sur le commutateur, cela fonctionnait. Boeing pensait que ce ne serait pas le cas, mais il y avait bien du courant dans la serrure de la porte, alors que la poignée extérieure était fermée. La serrure s'est donc mise à bouger, et les loquets de verrouillage ont été forcés. Quelques jours plus tard, les compagnies aériennes ont commencé à appeler pour se plaindre du fait que l'expérience abîmait leurs appareils. Boeing a donc tout arrêté. Il n'en demeurait pas moins que sur ces appareils, le commutateur S2 était déficient et que par conséquent, il courait le même risque que le vol 811. Il suffisait d'un court-circuit pour que la porte s'ouvre accidentellement. Dorénavant, les Campbell sont persuadés que l'accident du vol 811 vient bien d'une défaillance de ce commutateur. Les moteurs étaient toujours sous tension. Un simple court-circuit suffisait pour les déclencher. L'installation électrique était vieille de 20 ans et sur d'autres avions similaires, on avait déjà observé des courts-circuits. Quant aux loquets de verrouillage en aluminium, ils étaient trop faibles pour empêcher les crochets de pivoter. La porte de la soute s'était donc ouverte. Depuis maintenant un an, les Campbell attendent le rapport du NTSB. Ils sont persuadés que les déductions officielles rejoindront les leurs sur les causes de l'accident du vol 811. Nous pensions que le rapport conclurait à un défaut électrique. Nous avons été sidérés de les entendre déclarer qu'il s'agissait d'une erreur de manipulation de la porte. L'idée centrale du rapport, c'était que le personnel au sol avait malmené la porte. C'était décevant. On a eu l'impression qu'ils n'avaient pas assisté à la même audience que nous. Comment le NTSB a-t-il pu arriver à de telles conclusions? Pendant notre enquête, nous avons découvert d'autres erreurs de manipulation et de procédure commises par des mécaniciens et le personnel au sol de United Airlines. Les portes étaient malmenées et n'étaient pas bien entretenues. Nous en avons donc conclu que la cause probable de l'accident était d'ordre mécanique. Mais pour Kevin Campbell, le NTSB fait une grave erreur en ne mentionnant pas le problème électrique. Si l'on en croit leur version de l'accident, la serrure ne s'est verrouillée que partiellement. Les crochets n'emboîtaient pas complètement l'axe transversal. On aurait ensuite fermé la poignée extérieure. C'est impossible, puisque cette partie des loquets de verrouillage est intacte. Il est impossible de fermer la poignée extérieure si les crochets ne sont pas parfaitement encastrés. Sinon, la poignée ne ferme pas. Et manuellement, on n'a pas assez de force pour causer des dégâts pareils sur cette partie des loquets de verrouillage. Si les crochets ne sont pas encastrés, les loquets butent et ne vont pas plus loin. Pour Kevin et Susan Campbell, la thèse officielle ne tient pas. Et ils ne sont pas du tout décidés à renoncer à la vérité. Ils vont alors reprendre leur enquête et découvrir qu'en fait, la catastrophe aurait dû être évitée. En 1987, suite à l'incident sur l'appareil de la Pan Am, Boeing a en effet envoyé des directives aux compagnies aériennes pour corriger les faiblesses des loquets de verrouillage. Dans cette circulaire, il demandait de remplacer les loquets en aluminium par des loquets en acier qui sont indéformables.
En attendant le remplacement de ces pièces, il était demandé de procéder à des inspections régulières de la serrure de la porte. Une réparation simple et peu coûteuse, mais dont la mise en œuvre est beaucoup plus compliquée. Le coût réel de cette modification, c'est-à-dire l'installation des loquets en acier, n'est que de $2000 par appareil. Seulement, cela demandait 10 heures de travail, et immobiliser un avion pendant 10 heures coûte des millions de dollars. Les Campbell mettent encore à jour un autre fait. En 1987, la FAA, l'agence fédérale de l'aéronautique chargée de faire appliquer les modifications, donne 18 mois aux compagnies aériennes pour changer leur système de verrouillage. Or, l'accident est survenu dans l'année suivante. Et la modification, si elle avait été faite, aurait pu sauver la vie de Lee Campbell et des 8 autres passagers. Pourquoi l'aviation civile américaine a-t-elle donné un délai aussi long aux compagnies pour résoudre le problème? Immobiliser ces gros porteurs au sol est un désastre économique. Les compagnies font donc du lobbying auprès de l'aviation civile américaine pour pouvoir échelonner les réparations, ne les faire que lors des opérations de maintenance normales, pour éviter de retirer des appareils de la circulation. Quand l'aviation civile américaine accepte de donner du temps aux compagnies, aux transporteurs et aux fabricants, elle joue littéralement avec la vie des passagers et du personnel qui volent sur ces appareils en attendant que le problème soit résolu. Après la tragédie du vol 811, l'aviation civile américaine a réagi instantanément et le délai de réparation de la porte de la soute est passé de 18 mois à 30 jours. Pour faire éclater la vérité, les Campbell alertent la presse. En Nouvelle-Zélande, les articles se multiplient et l'image de la compagnie aérienne United Airlines est en chute libre. Progressivement, United Airlines, qui était l'une des compagnies numéro 1 en Nouvelle-Zélande, s'est retrouvée parmi les dernières. Du coup, un jour, nous avons reçu une lettre nous invitant à leur rendre visite. Quand nous sommes arrivés, des personnes chargées des relations publiques ont voulu nous mener en bateau, mais nous leur avons montré qu'ils se trompaient sur toute la ligne. Leur attitude a changé du tout au tout. Ils ont compris que l'on savait de quoi on parlait et que l'on avait beaucoup travaillé. L'un d'entre eux a même craqué, car c'était la première fois qu'il était confronté aux proches d'une victime. Au bout du compte, le vice-président de United nous a fait visiter le service d'entretien. Et tout le monde courait dans tous les sens pour nous donner toutes les informations que nous demandions et répondre à nos questions. Nous avons pu aller partout où nous le souhaitions. Ils étaient aux petits soins parce qu'ils avaient compris que l'on savait de quoi on parlait. La volonté des Campbell finit par payer. Mais la pièce maîtresse du puzzle, à savoir la porte de la soute, est toujours au fond du Pacifique. Alors que la presse américaine prend à son tour le relais de la campagne des Campbell, le NTSB demande à la marine américaine de retrouver la porte. À 150 km au sud d'Honolulu, un submersible entame des recherches au fond de l'océan. Nous sommes allés à Honolulu pendant qu'ils entamaient les prospections. Ils ont remonté la porte de plus de 3500 mètres de fond, un record à l'époque. Nous avons été prévenus dans l'heure qui a suivi. Mais avant que les Campbell ne puissent voir la porte, Boeing la rapatrie à Seattle. Suzanne et Kevin se lancent alors dans un nouveau marathon. Quand nous sommes arrivés chez Boeing, ils ont refusé de nous montrer la porte, même si d'après eux, toutes les parties importantes étaient restées en possession du NTSB. Nous avons donc traversé les États-Unis d'ouest en est pour aller à Washington. Nous somsommes allés au bureau de Ron Schlid, qui a regardé sa montre et nous a accordé 5 minutes. 3 heures plus tard, nous avions les pièces concernées entre les mains et ils ont reconnu que nous avions vu juste. C'était bien une défaillance électrique. Ils nous ont dit qu'ils feraient réparer les avions, que ça ne se reproduirait plus, mais qu'il était hors de question qu'ils modifient leur rapport initial. Le NTSB a beau avoir la preuve d'une défaillance électrique, il refuse de changer son rapport.
Pour cela, il va falloir un coup du destin. En juin 1991, un autre 747 de United Airlines, âgé de seulement 4 ans, stationne sur une piste à New York, lorsque les moteurs des crochets s'actionnent et que la porte de soute s'ouvre toute seule. Cette fois, ils ne pouvaient plus le cacher ni le nier. Il y avait bel et bien un défaut électrique. Suite à la récupération de la porte de la soute, on a découvert l'origine. Le NTSB publie enfin un rapport révisé qui concorde avec la version des Campbell. Il y a eu une défaillance du commutateur ou du circuit électrique qui a entraîné l'ouverture intempestive de la porte de la soute. C'est agréable que les gens sachent que vous aviez raison et qu'ils ne vous ont pas soutenu pour rien. L'enquête des Campbell leur a coûté des milliers de dollars. Ils n'ont pourtant voulu percevoir aucun dommage et intérêt pour la mort de Lee. Ils ont juste convaincu United Airlines et Boeing de créer une bourse universitaire au nom de leur fils. Je n'aurais pas pu me regarder dans un miroir si nous n'avions pas fait de recherche nous-mêmes. Nous avions besoin de le faire sans nous être vraiment concertés d'ailleurs. Oui. Malgré l'importante campagne de presse des Campbell et le bruit fait autour de cette affaire, il n'est pas certain que l'industrie aéronautique ait tiré toutes les leçons de l'accident du vol 811. Les organismes de contrôle ont deux missions. La première est d'encourager l'aviation et la deuxième d'en assurer la sécurité. Si les intérêts économiques se retrouvent dans la balance face à la sécurité, il ne faut pas que la balance penche du côté économique au détriment de la sécurité. Des accidents graves et souvent évitables continuent pourtant de se produire. Parfois, on peut reprocher aux compagnies ou aux industriels d'investir plus dans leur défense et leur communication que dans la correction des défauts constatés. Exemple, dans les années 90, 3 accidents ont eu lieu à la suite d'un incendie en vol dû à des matériaux isolants inflammables et connus comme tels. En 1996, un 747 de la TWA explose en vol après qu'un court-circuit ait mis le feu à des vapeurs de kérosène. Là aussi, les défauts électriques étaient bien connus. Inévitablement, les experts ont du mal à croire que l'industrie aéronautique fait toujours passer la sécurité avant ses propres intérêts. Le problème électrique n'est pas seulement à l'origine de l'accident du vol United 811. Il a aussi causé celui du vol TWA 800, où le réservoir central a explosé. Face à des circuits électriques vieux de 20 ou 30 ans, qui peuvent à tout moment casser, se court-circuiter, ou avoir une défaillance, et causer l'explosion du réservoir, ou l'ouverture de la porte de la soute, la seule réponse de l'industrie, c'est n'y touchez pas, ne l'inspectez pas, ne l'enlevez pas. L'installation est tellement fragile que si on y touche, on fera plus de mal que de bien. Moi, j'appelle ça la politique de l'autruche appliquée à la maintenance et à la sécurité. Ils savent qu'il peut effectivement y avoir une étincelle dans le réservoir central d'un gros porteur. Mais pour l'instant, ils ont eu de la chance. Ça ne se produit qu'une fois tous les 10 ans. Ils n'ont perdu que 3 ou 4 appareils. Alors que réparer ces circuits électriques impliquerait d'immobiliser tous leurs avions. Ce serait une dépense astronomique. Un avion tous les 10 ou 5 ans, 200 ou 300 personnes, c'est le prix à payer si on veut de la rentabilité. C'est une analyse économique formidable. Et à moins que votre mère ou votre enfant ne soit à bord d'un de ces avions, leur petit calcul les satisfait pleinement. Sécurité contre rentabilité, un équilibre très instable que doivent maintenir coûte que coûte les constructeurs et les compagnies aériennes. Et dans les deux cas, c'est une question de survie. Les survivants du vol 811, eux, ont eu beaucoup de chance. Mais ils n'oublieront jamais la nuit du 24 février 1989. Chaque membre de l'équipage a géré ça différemment. À ce jour, 2 d'entre eux n'ont jamais remis les pieds à bord d'un avion. Personnellement, ça a été très difficile. On m'a diagnostiqué en état de stress post-traumatique grave. On ne peut plus raisonner, penser ni prendre de décision aussi infime soit-elle. On est complètement perdu. Ça a été extrêmement difficile à surmonter.